Bonjour à vous, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais commencer par la citation d'une phrase que j'ai lue aujourd'hui qui m'a apparu une super belle synchronicité et une belle confirmation de ma démarche de vous lire le livre, mais dans l'esprit de vouloir le partager sa résonance. Alors, le livre, c'est La doctrine suprême selon la pensée zen de Hubert Benoît. Alors, voilà la phrase. L'adhésion donnée par le lecteur à telle ou telle pensée exprimée dans un livre ne doit pas dépendre du fait que cette pensée a été conçue par tel homme ou par tel autre, mais de cette résonance intérieure que nous devons apprendre à reconnaître et à utiliser pour seul guide. Voilà, elle résume très bien ma démarche, cette belle et magnifique phrase de la pensée zen. Alors voilà, nous continuons notre lecture. Nous étions rendus dans le chapitre 3. Si vous vous rappelez bien, j'avais commencé déjà le chapitre 3, mais à peine 2 pages. Alors, récrimination et ressentiment. La récrimination est une des stratégies que l'ego préfère pour se renforcer. Chaque doléance est une petite histoire que le mental invente et en laquelle vous croyez complètement. Que vous vous plaigniez à voix haute ou en pensée ne fait aucune différence. Certains égos n'ayant peut-être pas grand-chose d'autre à quoi s'identifier survivent facilement rien qu'avec les récriminations. Quand vous êtes contrôlé par un tel égo, votre habitude c'est de vous plaindre, surtout des autres, et bien entendu de façon inconsciente. Ceci veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. L'attribution d'étiquettes mentales aux gens, que ce soit directement à eux ou plus communément quand vous parlez d'eux à d'autres, ou quand vous pensez à eux, fait souvent partie de ce scénario. Les insultes sont la forme la plus grossière d'attribution d'étiquettes aux autres et du besoin de l'ego d'avoir raison et de triompher des autres. Abruti, salaud, salope sont toutes des interjections sans appel. Au palier inférieur, suivant de l'échelle de l'inconscience, vous avez les cris et les hurlements. Et pas très loin en dessous, la violence physique. Le ressentiment est l'émotion qui accompagne les doléances et l'étiquetage mental. Il redonne davantage d'énergie à l'ego. Avoir du ressentiment veut dire se sentir amer, indigné, lésé ou offensé. Vous en voulez aux autres parce qu'ils sont cupides, malhonnêtes et qu'ils manquent d'intégrité. Vous leur en voudrez pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient et n'ont pas fait, pour ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire. L'ego adore ça. Au lieu de fermer les yeux sur l'inconscience des autres, vous l'associez à leur identité. Et qui fait ça? L'inconscience qui est en vous, l'ego. Parfois, le défaut que vous percevez chez l'autre ne s'y trouve même pas. Il s'agit d'une interprétation totalement erronée, d'une projection du mental conditionné, avoir des ennemis partout pour se donner raison et se rendre supérieur. D'autres fois, le défaut est là, mais en mettant l'accent sur celui-ci, parfois à l'exclusion de tout le reste, vous l'amplifiez. Et ce à quoi vous réagissez chez l'autre, vous le renforcez chez vous. Ne pas réagir à l'ego des autres est une des façons les plus efficaces, non seulement de dépasser l'ego chez vous, mais également de participer à la dissolution de l'ego collectif. Mais vous serez en état de ne pas réagir seulement si vous réussissez à reconnaître que le comportement de telle ou telle personne provient de l'ego et qu'il est l'expression du dysfonctionnement humain collectif. Quand vous réalisez que le comportement n'a rien de personnel, il n'y a pour ainsi dire plus de compulsion à réagir. En ne réagissant pas à l'ego, vous réussissez souvent à faire ressortir ce qu'il y a de sain chez les autres, c'est-à-dire la conscience non conditionnée. Il se peut que vous ayez parfois besoin de prendre des mesures pratiques pour vous protéger de gens profondément inconscients, et ce sans en faire des ennemis. Mais votre plus grande protection, c'est d'être conscient. Une personne deviendra un ennemi si vous personnalisez l'inconscience qu'est l'ego.
Ne pas réagir, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais de force. On pourrait employer le terme pardon à la place de non-réaction. Pardonner, c'est fermer les yeux ou encore mieux voir à travers l'ego. Vous voyez ce qu'il y a de sain chez chaque être humain et ce qui constitue son essence. L'ego aime se plaindre et éprouver du ressentiment non seulement envers les autres, mais également envers les situations. Ce que vous faites avec une personne, vous pouvez aussi le faire avec une situation, c'est-à-dire en faire un ennemi. C'est toujours la même rengaine. Ceci ne devrait pas se produire, je ne veux pas être ici, je ne peux pas faire ça, on me traite injustement. Et le plus grand ennemi de l'ego est bien entendu le moment présent, c'est-à-dire la vie elle-même. Mais il ne faut pas confondre se plaindre avec informer quelqu'un d'une erreur ou d'un manque, afin que la situation puisse être redressée. Et s'abstenir de se plaindre ne veut pas nécessairement dire endurer de la mauvaise qualité ou un mauvais comportement. L'ego n'entre pas en jeu si vous dites à un serveur que votre soupe est froide, qu'il faudrait la réchauffer. Du moins si vous vous en tenez au fait toujours neutre. Comment osez-vous me servir de la soupe froide? En disant cela, vous vous plaignez. Vous faites entrer en jeu un me qui aime se sentir personnellement offensé par la soupe froide et qui va tirer le maximum de la situation. Un me qui aime donner tort à l'autre. Le genre de plainte dont il est question ici est au service de l'ego, pas du changement. Parfois, il est évident que l'ego ne veut pas réellement de changement afin de pouvoir continuer à se plaindre. Voyez si vous réussissez à attraper, en parenthèse remarquez, la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix dans votre tête, rien de plus qu'un schème mental conditionné, une pensée. Chaque fois que vous remarquez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. En fait, vous êtes la conscience qui est consciente de la voix. En arrière, il y a la conscience et en avant, la voix, le penseur. De cette façon, vous commencez à vous libérer de l'ego, à vous libérer du mental. Dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, il n'est plus à proprement parler l'ego, mais juste un vieux schème mental conditionné. Comme ego veut dire inconscience, conscience et ego ne peuvent coexister. Il se peut que le vieux schème mental survive et réapparaisse pendant un certain temps, puisqu'il suit un mouvement d'entraînement, vieux de milliers d'années, d'inconscience humaine collective. Cependant, chaque fois que ce vieux schème est reconnu, il s'affaiblit. Réactivité et rancune. Alors que les récriminations sont souvent accompagnées de ressentiment, elles peuvent aussi être accompagnées d'une émotion plus forte, comme la colère ou toute autre forme de contrariété. La charge énergétique de la plainte est ainsi plus forte, cette dernière se transformant en réactivité, qui est une autre façon que l'ego adopte pour se renforcer. Bien des gens attendent toujours que certaines situations se présentent pour pouvoir réagir, se sentir agacés ou dérangés, et il ne leur faut plus pas grand temps pour en trouver. C'est scandaleux, disent-ils. Comment oses-tu? Je déteste ça. Ils ont développé une dépendance à la contrariété et à la colère, comme d'autres en développent aux drogues. En réagissant à ceci ou cela, ils affirment et renforcent le sens de leur identité. Le ressentiment qui dure s'appelle rancune. Porter de la rancune en soi, c'est être en permanence contre. Et c'est la raison pour laquelle la rancune constitue une partie significative de l'ego chez bien des gens. Les rancunes collectives peuvent survivre pendant des siècles dans la psyché d'une nation ou d'une tribu et alimenter un cycle sans fin de violence. La rancune est une forte émotion négative reliée à un événement ayant parfois eu lieu il y a longtemps et que l'on entretient par la pensée compulsive en se répétant l'histoire dans sa tête, ou tout haut, sous la forme de ce que quelqu'un m'a fait ou ce que quelqu'un nous a fait. La rancune contaminera d'autres secteurs de votre vie. Par exemple, pendant que vous ressassez et sentez la rancune,
L'énergie émotionnelle négative qui lui est rattachée peut déformer votre perception d'un événement se produisant dans le présent ou influencer la façon dont vous parlez ou agissez avec une personne dans le présent. Une forte rancune arrive à contaminer de grands secteurs de votre vie et à vous maintenir sous l'emprise de l'ego. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître que vous abritez encore de la rancune, qu'il y a quelqu'un, un ennemi dans votre vie à qui vous n'avez pas complètement pardonné. Si c'est le cas, soyez conscient de la rancune aussi bien sur le plan cognitif qu'émotionnel. En d'autres mots, soyez conscient des pensées qui entretiennent cette rancune et sentez l'émotion que le corps génère en réponse à ces pensées. N'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. Essayer de se débarrasser ou de pardonner ne fonctionne pas. Le pardon se produit naturellement quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, de maintenir l'ego. Voir, c'est se libérer. Quand Jésus disait « Pardonnez à vos ennemis », il enseignait essentiellement aux gens à défaire une des principales structures de l'ego humain. Le passé n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'être présent maintenant. Seule la rancune concernant un fait passé a ce pouvoir. Et qu'est la rancune, sinon un fardeau de vieilles pensées et de vieilles émotions? Avoir raison, donner tort. Se plaindre, réagir et trouver les défauts des autres constituent des stratagèmes qui renforcent le sens des limites et de la division de l'ego, ce qui en assure la survie. Il renforce également l'ego en lui donnant une impression de supériorité dont il se nourrit. Il ne semble pas immédiatement évident de quelle façon les doléances, disons au sujet des embouteillages, des politiciens, des gens riches et cupides, des gens paresseux au chômage, de vos collègues ou ex-conjoints, des hommes ou des femmes, peuvent vous procurer un sentiment de supériorité. Voici comment. Lorsque vous vous plaignez, il y a le sous-entendu implicite que vous avez raison et que la personne ou la situation dont vous vous plaignez a tort. Il n'y a rien qui renforce le plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement, une histoire. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore donc donner tort, puisque cela lui donne le droit d'avoir raison. Autrement dit, vous devez donner tort aux autres pour acquérir un sens plus fort d'identité. Avec les doléances et la réactivité, ce ne sont pas seulement les gens qui peuvent être dans le tort, mais aussi les situations. Ceci ne devrait pas arriver. Le fait d'avoir raison vous met dans une position de supériorité morale imaginaire par rapport à la personne ou à la situation qui est jugée et que l'on trouve imparfaite. C'est ce sentiment de supériorité dont l'ego se repaît pour se renforcer. La défense d'une illusion. Les faits existent hors de tout doute. Si vous dites que la lumière se déplace plus rapidement que le son et qu'une autre personne prétend que c'est le contraire qui est vrai, vous avez évidemment raison et l'autre tort. La simple observation que la foudre précède le tonnerre en est une confirmation. Donc, non seulement vous avez raison, mais vous savez que vous avez raison. L'ego joue-t-il un rôle là-dedans? Peut-être, mais pas nécessairement. Si vous énoncez simplement ce que vous savez être vrai, l'ego ne joue aucun rôle du tout puisqu'il n'y a aucune identification. Identification à quoi? Au mental et à une position mentale. Mais une telle identification peut facilement intervenir. Si vous vous surprenez à dire « Croyez-moi, je le sais » ou « Pourquoi ne me crois-tu jamais ?» dites-vous que l'ego a déjà fait son entrée en scène. Il se cache derrière le petit mot « moi » ou « me ». Alors, le simple énoncé « la lumière se déplace plus vite que le son » se retrouve au service de l'ego, même s'il est vrai. Il s'est fait contaminer par un faux sens du « je ». Il s'est personnalisé et transformé en position mentale. Le « je » se sent diminué ou offensé parce que quelqu'un ne croit pas ce que je a dit. L'ego prend tout personnellement.
ce qui suscite des émotions comme la résistance ou l'agressivité. Pensez-vous que vous défendez la vérité? Non, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. La lumière ou le son n'ont rien à faire de ce que vous pensez ou de ce que les autres pensent. C'est vous que vous défendez, ou plutôt l'illusion de vous-même. Le substitut créé par le mental. Il serait encore plus précis de dire que c'est l'illusion qui se défend elle-même. Si le domaine simple et direct des faits peut se prêter à la déformation et aux illusions, qu'en est-il alors des domaines beaucoup moins tangibles, des opinions, des jugements et des points de vue, tous étant des formes pensées pouvant facilement être imprégnées d'un sens d'identité? Les égos confondent opinion et point de vue avec fait. Qui plus est, ils ne savent pas faire la différence entre un événement et une réaction à cet événement. Chaque égo est un spécialiste de perception sélective et d'interprétation déformée. C'est seulement avec la conscience, pas avec la pensée, que l'on peut distinguer un fait d'une opinion. C'est seulement avec la conscience que l'on peut voir la situation d'un côté et de l'autre la colère que l'on ressent à son sujet, et que l'on réalise qu'il existe d'autres façons d'aborder la situation, d'autres façons de la voir et de composer avec elle. C'est seulement avec la conscience que l'on peut voir la totalité d'une situation ou d'une personne au lieu d'adopter une perspective limitée. Et voilà, continuation du chapitre 3 à la prochaine lecture. Bien hâte de continuer moi-même parce que je résonne avec beaucoup de choses dans tous les sens. Alors, est-ce que je nourris mon identité ou pas? Je ne sais pas, mais je sais que je résonne. Alors, si jamais vous avez envie de me donner des commentaires sur ce qui résonne, ne vous gênez pas, ça va me faire vraiment plaisir de les lire. À bientôt!